Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, la réponse à la question précédente. À l'époque, dans le basket français, pouvait-on défendre à 2 contre 1? Était-ce vrai ou était-ce faux? Eh bien c'était vrai. Pour expliquer cette particularité, on peut s'appuyer sur des ouvrages comme celui-ci, daté de 1930. Rappelons qu'avant la création de la Fédération française et de la FIBA en 1932, le basket était régi par l'athlétisme. Il s'agissait surtout d'avoir une activité qui permette la bonne préparation hivernale des athlètes pour les compétitions d'été d'athlétisme. Le basket n'était donc pas un sport à part entière, en tout cas peu considéré comme tel. C'était avant tout un moyen d'éducation. Ceci s'explique aussi par son développement qui a eu lieu dans le cadre des patronages. On envisage évidemment le fair play comme valeur première et le fait de défendre à 2 contre 1 par exemple, donc un surnombre défensif était interdit car cela crée un avantage pour la défense au détriment de l'attaque. Dans les patronages, la victoire était donc bien secondaire, ce qui était important c'est que le basket soit considéré comme un vecteur d'éducation. Le basket s'émancipe en 1932 de la Fédération française d'athlétisme, devient donc un sport à part entière, reconnu en tant que tel. Ce qui permet son amélioration également dans la pratique, c'est les compétitions internationales. En 1935, les premiers championnats d'Europe ont lieu, suivi des JO en 1936 à Berlin. Malheureusement, la guerre marque un coup d'arrêt et c'est uniquement après-guerre que les compétitions internationales reprennent. Dans ce laps de temps, d'autres matchs sont bien organisés, comme par exemple un France-Espagne qui se déroule au Stade des Minimes de Toulouse en 1943. Avant-guerre, le style français se caractérise par ce qu'on appelle le ripopo. Le ripopo, c'est quoi? C'est courir, lancer la balle, courir à nouveau, puis relancer le ballon, puis recourir. Et c'est la part belle au French flair. Les joueurs français ont du mal à rentrer dans une discipline et d'être cadrés. De plus, il n'existe pas réellement à cette époque-là d'entraîneurs capables de diffuser la technique ou la tactique de cette activité-là. Rappelons qu'aux États-Unis, le basket est rentré dans les programmes universitaires depuis le début du XXe siècle et qu'ainsi de nombreux entraîneurs se sont formés à cette pratique. Le professionnalisme existe là-bas aussi depuis 1897 avec les premières ligues mineures où les joueurs se partageaient la recette des matchs, ce qui constituait à l'époque leur salaire. La Seconde Guerre mondiale va marquer aussi, en plus des compétitions internationales, un tournant pour le développement du basket avec l'apport des Américains qui viennent combattre sur les lignes de front. Ceux-ci importent leur basket, importent également leurs cadres qui vont donner une certaine discipline aux basketteurs français. Notons notamment l'apport de Michael Rusgis, un Américain d'origine lituanienne qui va développer la technique du basket en France. Pour terminer, une petite question. Savez-vous pourquoi nous appelons la zone restrictive la raquette? À vos commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo.